content d'être ici. En été, on s'est retrouvés 2-3 fois dans le secteur. Et donc, on avait pris dans cette INA. Et je ne pensais pas que j'allais me retrouver ici à des conférences. Donc, c'est parfait. Je suis content. Plus je connaissais le chemin. Donc, tout va bien. Alors, avant de démarrer, je vais demander de faire un effort terrible. C'est pas donc je m'en excuse par rapport à... Non, c'est pas le portable. De bébéiser le truc, là, de le débébéiser. Essayer de pas... Oui, mais c'est pour ça. Je connais le dossier. Je sais de quoi je parle. Je sais pas de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Il y a un expérience. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce qu'on appelle une aide à la concentration. Il vous annonçait le rabbin, le thème de ce soir? Oui. Alors donc nous allons débattre ce soir de l'influence de la culture du houblon sur les juifs alsaciens au XVIIe siècle. Il m'a dit que c'est un sujet qui le passionne. Ah, d'accord. Bon, le thème qu'on va essayer de développer ensemble ce soir, c'est poker, loto et autres, pourquoi jouons-nous? On va essayer de rentrer un petit peu dans une réflexion ensemble. Alors, ce que j'aimerais, c'est que ce soit un peu interactif, donc bien sûr, n'hésitez pas à m'interrompre et à poser des questions. On va essayer de réfléchir ensemble sur ce phénomène du jeu. Pourquoi est-ce qu'on joue? À quoi ça sert? Et surtout, qu'est-ce qu'en pense la Torah? Alors, je vais démarrer un petit peu violemment. La Gemara, les maîtres du Talmud se sont posé la question du jeu. Parce qu'il ne faut pas oublier que le jeu, je ne parle pas de jouer à la marelle et au domino, le jeu tel que les paris, c'est surtout de ce dont on parle, étaient déjà des choses qui existaient à l'époque du Talmud, ça a toujours existé, on pariait sur plein de trucs, on pariait sur les chevaux, on pariait sur les hommes, on pariait sur les gladiateurs, quand les gladiateurs étaient en train de s'étriper dans les arènes, ou alors les gladiateurs devaient se battre contre des animaux parce que c'était ça les jeux de cirque, on pariait 10 $ sur la vache, 15 $ sur le gladiateur, 20 $ sur l'ours, puisqu'on les jetait un petit peu là-dedans. Et il y avait des combats de coqs, plein de choses comme ça. Et les maîtres du Talmud se sont posé la question de savoir qu'est-ce qu'on pensait des gens qui jouaient. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, c'est très curieux parce que, pour ça, ce qu'on en pense, eh bien, on va essayer de savoir si ce sont des personnes qui peuvent être des témoins. Est-ce qu'ils peuvent être témoins? De mots, pour le coup du bébé, même si c'est mal barré ce soir, on demande à quelqu'un et on dit voilà, tu dois être témoin, j'ai vu une affaire, et est-ce que maintenant tu peux venir témoigner sur ce que tu as vu? C'était donc la question qui était posée. Alors bien sûr la personne dit oui, je peux témoigner, j'ai vu, j'ai bien vu, je vous promets, je vous jure. Il arrive au tribunal, et puis quelqu'un disait non mais ce bonhomme il y a un problème, c'est qu'il était très cultivé, très intelligent, il était là-bas, il l'a vu, seulement c'est quelqu'un qui joue. Et comme il joue, pas sous le doute, il ne peut pas être témoin, il est pas saoul. C'est-à-dire qu'il est inapte à être témoin. Donc le bonhomme, il est parfait, il a juste un petit défaut, c'est qu'il joue. Et à partir de là, on considère qu'il est pas saoul les doutes, qu'il ne peut pas être témoin. Pourquoi? Si on considère que le jeu est un vice, c'est pas parce que quelqu'un fume des clopes, aromatisé ou pas. Un peu d'absent dans la salle, ça va? Donc, je vois qu'il y a des spécialistes. Donc, on dira tout à l'heure. Hein. Attendez, je vais encore de meilleur, juste le passager, parenthèse, authentique. À Paris, l'autre jour, je vois 3 quarts de flics qui sont en bas de chez nous. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et je les vois, on a des cousins qui habitent dans l'immeuble, ils remontaient des caves, ils ont remonté à peu près 90 plantes de cannabis que les gars faisaient dans les caves. Ils avaient mis en place un système de lampes, parce que comme tout le monde sait, il faut des lampes, avec le site 90 de folie, quoi. Donc, c'est pas parce que quelqu'un va avoir un vice que pour autant il ne peut pas être témoin. Vous êtes là, vous voyez un truc, vous êtes un homme qui ne mentez jamais, vous dites que la vérité. Et puis, on a besoin d'un témoin. Le gars il arrive, idem. Où est-ce qu'on prend un témoin? On prend un témoin à la synagogue pour un mariage. Il y a les 2 témoins. Donc le gars il est là, attendez, il est à la synagogue, c'est son meilleur copain qui se marie. On va lui demander d'être témoin. On dit non, t'es pas témoin. Pourquoi? Ben tu joues. C'est ça qu'est-ce que j'ai fait. Donc les maîtres du Talmud essaient de réfléchir, c'est quoi le problème du jeu? Pourquoi le jeu, c'est vraiment, ça rend quelqu'un inapte à témoigner? C'est exagéré. Alors il dit qu'il y a 2 raisons. Il dit le premier problème du jeu, c'est quoi? C'est qu'un joueur, c'est un voleur.
Pourquoi, monsieur, j'ai rien volé? Un joueur, c'est un voleur. Pourquoi c'est un voleur? Et là, regardez, on va pénétrer un tout petit peu l'univers du Talmud, vous allez voir comment ils ont joué un peu le confinement. Cette montre lui appartient. On est d'accord? Imaginez que je vais te demander de me vendre ta montre. Donc bien sûr, il va m'annoncer un prix, je vais négocier normal, bon. Et puis une fois qu'on a fini la négo, à ce moment-là, je lui donne de l'argent. Donc je donne de l'argent. Ça devrait suffire pour ta montre. Voilà. Donc je lui donne le billet et il le prend. Quand il a pris le billet, est-ce que cette montre m'appartient? Non. Pourquoi? Parce qu'on considère que donner de l'argent ne fait pas que l'objet m'appartient. Quand il prend cet argent, il dit la propriété que j'ai dessus, je m'en fais. C'est-à-dire, comme tu m'as donné de l'argent, je considère que je n'en suis plus propriétaire. Maintenant, comment l'objet va m'appartenir? C'est quand je le prends. C'est pour ça que chez les Juifs, dans la Torah, pour pouvoir acheter, il faut ce que l'on appelle da'at, connaît le da'at makné. Je vous explique très rapidement. Il faut la volonté de celui qui achète et de celui qui est en train de faire acheter. C'est-à-dire que l'argent n'est pas ce qui provoque l'acte d'acquisition. Au moment où je le donne, l'autre dit « je me retire de la propriété que j'ai sur la chose ». Mais il faut qu'après je fasse un geste pour le ramener à moi. Ça, c'est un petit peu le concept. Alors, partant de ça, les maîtres du Talmud vont dire voilà, on est en train de jouer. On joue pour de l'argent, même pour 5 euros, pour 10 euros, pour moins ce que vous voulez. On est d'accord que moi, si je sais au début que je vais perdre, je ne joue pas. C'est évident, si le gars on te dit j'arrive, je vous la joue baba, tu vas tout perdre. Mais excuse-moi, j'ai rendez-vous avec une copine, je ne peux pas venir ce soir, c'est évident. Donc si on joue, c'est parce qu'on espère quand même un peu gagner. On prend le risque de perdre. Mais dans l'absolu, chaque joueur est un gagnant en puissance dans sa tête. Lorsque maintenant je perds, ça arrive, je suis obligé donc de lui donner. Est-ce qu'au fond, je suis vraiment prêt à lui donner? C'est-à-dire, si au début on m'avait dit tu vas devoir lui donner, est-ce que j'aurais été? C'est-à-dire, si au début on m'a dit tu sais, là c'était 500 euros, à la fin c'est lui qui les aura. J'aurais pas été. Maintenant j'ai pas le choix. Donc je les lui donne. Mais c'est un peu contraint et forcé. Donc on dit il y a déjà ici une forme de vol. Ça veut dire que, au fond, et c'est pas ça qui va être l'essentiel de notre propos ce soir, mais je voulais quand même citer cette première opinion du Talmud. Ils disent, un joueur, il y a quelque chose qui est dans le domaine du vol. Pourquoi? Parce que lorsqu'il prend l'argent qu'il a gagné de l'autre, l'autre n'a pas le choix. Il le lui donne, mais dans l'absolu, s'il avait su au début qu'il serait obligé de le lui donner, il n'aurait pas joué. Donc, il y a une forme d'assentiment, mais qui n'est pas complet. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose d'authentique, c'est pas quelque chose de vrai. Alors quand je lui achète sa montre, quand je lui ai donné l'argent, il veut vraiment se dessaisir de ça, et il n'a aucun problème. Ici, il y a quelque chose qui est peut-être moins clair. Ça, c'est la première raison. Mais la seconde raison, et c'est celle qui va nous intéresser ce soir, Eno Osek B'Yishuvo Shel Olam. On dit cette personne ne se préoccupe pas de la construction de l'univers. Ça veut dire quoi? Pour mieux comprendre ça, je vais vous raconter une histoire. Vous n'allez a priori pas comprendre le rapport au début, mais on va le voir par la suite. C'est une histoire vraie, parce que parfois on raconte des histoires fausses, elles sont vraies, mais on les raconte quand même. Il y a un rabbin en Israël qui est très connu, qui est un homme très âgé, qui s'appelle le rabbin Eliashiv. Il doit avoir près de 100 ans. Il y a un ou 2 ans, son arrière-petit-fils a eu un fils. Donc, il est venu inviter son arrière-grand-père à la Brit Mila, à la circoncision de son arrière-arrière-petit-fils. C'est joli quand même. Il lui a dit, veux-tu être le syntaxe, celui qui va tenir l'enfant sur les genoux? Et l'arrière-arrière-grand-père a dit qu'il ne savait pas s'il serait disponible. Bon, c'est quelqu'un de très âgé, je ne sais pas. Bon, l'autre est revenu quelques jours après. Et il lui a, enfin, pas 8 jours, enfin, je rassure tout de suite, sinon c'est un peu mal barré. Il est revenu 2-3 jours après, il lui a demandé à nouveau ce qu'il peut être. Et il a dit, je ne sais pas. Alors, l'arrière-petit-fils a amené un argument. Il a dit, tu sais, j'ai lu dans les livres que celui qui tient son arrière-arrière-petit-fils sur ses genoux pour la Brit Mila, il est sûr qu'il va au monde futur. C'est pas qu'il va au monde futur après, je rassure tout de suite. Le jour où il doit y aller, il ira au monde futur. Très bien. Donc le gars, il pensait qu'il amenait l'argument de choc. Bon, le rab, en l'occurrence, il n'a pas besoin de ça pour arriver au monde futur et avoir le Gan Eden. Et son arrière-grand-père l'a regardé. Il lui a donné une réponse, une phrase. Il lui a dit, dans la vie,
j'ai jamais voulu prendre de raccourcis. Et là, c'est ça notre sujet. Le problème du jeu d'isomètre, Eno Oseg Meishuv Shelolam, c'est quelqu'un qui a envie de prendre des raccourcis pour arriver à mon petit fantasme. C'est celui qui ne veut pas suivre le processus normal et classique pour aboutir à quelque chose. Et à partir de là, ils disent, la personne qui veut utiliser un raccourci, c'est-à-dire celui qui, au fond, pense que l'objectif, c'est la finalité. Alors qu'en vérité, la chose la plus importante dans la vie, c'est le chemin que l'on emprunte pour atteindre l'objectif. C'est ça qui nous construit. Celui-là ne peut pas être témoin. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une vision claire de l'existence. On a ici un truc qui est très très fort. On est en train de nous dire, le problème du témoin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui doit dire une chose, mais il ne doit pas juste être à la photo de ce qu'il a vu. Le témoin, il doit réaliser que sa parole, elle va avoir des conséquences. C'est pas banal. Tu sais, il y a un principe dans le Talmud qui est le suivant. Quand on a dit quelque chose, on ne peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire, si on témoigne, imaginez, voilà, on est deux, on a envie de faire un plan un peu de balle à un copain, on va aller témoigner sur lui qu'il a fait une escroquerie. Mais après on dira, c'était pour, on veut juste lui mettre un petit coup de rassa. Donc on vient, on va chez Ramin, on va au tribunal, on dit voilà, on témoigne, celui-là, il a fait ceci, cela. Bon, on écoute les témoins. Et donc le gars, il est vert, quoi. Il n'en peut plus, on est en train d'accuser. Donc imaginez, c'est comme ça que ça se passe. On témoigne, on écoute le premier témoin, le deuxième témoin, et je termine mon témoignage, comme ça me finira, et dit donc c'est la raison pour laquelle il avait pris à l'autre, hein, et je l'ai vu. Non, c'est pas vrai, c'était une blague. C'est ce qu'ils disent les rabbins. Terminé. T'as dit, tu peux plus revenir en arrière. Ça veut dire qu'une parole, c'est installer une réalité. Pourquoi ils disent ça? Pour une raison très simple. C'est que lui, il veut témoigner sur moi. Moi, je lui dis, après, viens par là. J'ai quelques amis qui connaissent le fondateur. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et donc, il ramène des... Ah, c'était une blague. D'accord. Par contre, si je sais qu'une fois qu'il a témoigné, il ne peut plus revenir en arrière, je ne peux plus faire pression sur lui. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on va faire pression que dans la mesure où la pression, elle peut jouer un rôle. Mais là, en l'occurrence, il me regarde et dit, ben, je suis vraiment désolé pour vos copains italiens, même si je me rétracte, le tribunal n'acceptera plus, ma rétractation n'acceptera pas. Donc, c'est fichu. Regardez l'intelligence des familles. Les familles m'ont dit, une fois que tu as dit, c'est terminé. Ce qui fait qu'il n'y a pas de pression possible sur les témoins. Comme ça, un témoin, une fois qu'il a dit, il dit, vous pouvez me menacer de se louer, de toute façon, hein, même si je dis, je vous promets, je vous jure, je me suis trompé, j'ai dit des bêtises, je regrette, il dit, bah, trop tard. Au passage, c'est intéressant. C'est-à-dire que ma parole, elle installe quelque chose. Quand je dis quelque chose, j'amène la réalité. Et on dit, celui qui joue, c'est quelqu'un qui n'a pas une vision très réelle de l'existence. Pourquoi? Parce qu'il vit dans le monde du fantasme et de l'imaginaire. Il y a des très grands maîtres qui s'appelle le Rabbi Israël Salanter, qui est un maître qui a vécu à Tunis, comme son nom l'indique, n'est-ce pas? Non. Qui a habité à Paris, d'ailleurs, au passage, qui a dit un jour une phrase très forte. Il en a dit d'autres, d'ailleurs. Il a dit « Adam assour de sirlo, v'rofshi bedimyono » L'être humain est assourd, est prisonnier de son intellect, de sa réflexion, v'rofshi est libre bedimyono dans son imaginaire. Le sechel, l'intellect, c'est la réflexion concrète. Le dimayon, c'est l'imaginaire, c'est le monde du fantasme. Il n'y a pas de limite. On préfère tous être dans l'univers du fantasme. Parce que le fantasme, c'est ce qui nous permet d'être dans une forme de rêve permanent, alors que le sechel, l'intellect, c'est quelque chose qui me ramène à une réalité extrêmement pragmatique. Un exemple très simple. Regardez, je vais avouer, j'avoue ma faute. Voilà, regardez. J'ai même pas regardé si j'ai gagné. Peut-être que je suis millionnaire en vérité. Je sais pas. C'est le 3, 10, 11, 15, 44, 46 qui a gagné l'euro million. C'est sûr, ça c'est perdu. D'accord? Donc, là, vous savez pourquoi je l'ai acheté? Je crois qu'il était à 30 millions. Je l'ai acheté, j'ai acheté. Vous savez pourquoi? Je me suis dit, pour 2 €, je vais me payer le luxe de rêver pendant une semaine que je suis milliardaire. C'est-à-dire, j'ai ça dans la poche, j'ai même pas regardé si j'ai gagné. Et pendant 2 semaines, je suis là,
Ouais, donc je vais donner l'argent après un truc, si je vais acheter ça. Bien sûr, on dit toujours un matin et tout, et les gens vont me regarder, mais je serai très humble malgré ma richesse. Vous connaissez les trucs, et personne, je garderai toujours les mêmes copains, et tout, vous connaissez tout. Voilà. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, je peux rêver. On est dans l'univers du rêve. Et on adore rêver. Tous. On aime bien être dans le rêve. Parce que la réalité nous ramène à quelque chose de beaucoup plus compliqué. Mais vous savez ce que mon CRL il devrait me dire à ce moment-là quand je l'ai acheté, c'était 2 €. C'est pourquoi quand j'achète ça, j'achète très rarement. Mais de temps en temps, comme ça, je me fais un trip, j'achète un. Les gens ils disent, mais pourquoi tu ne fais pas un truc à 10 €? Je dis, vous pensez que Dieu, il a besoin de 2 grilles pour me faire gagner? Si vraiment il veut me faire gagner, il a besoin d'une. Genre, Dieu, si tu t'es planté sur la première, ça a marché sur la deuxième. Pourquoi? Parce qu'on a fait une étude statistique. Vous savez, c'est quoi l'étude statistique? Alors là, on va ressentir le portable que tout le monde a pieusement rangé dans sa poche, n'est-ce pas? Et l'idée, elle est la suivante. Je joue au loto, voilà. Ici, j'appuie sur des touches. D'accord? Bon, avec les touches, c'est compliqué. Imaginez donc un plus grand, un iPad dans le téléphone. Donc, tu appuies sur 10 touches et tu tombes sur ton meilleur copain. Les probabilités de gagner sont aussi élevées que d'appuyer au hasard sur les 10 touches de ton téléphone et non pas de tomber sur quelqu'un, c'est sûr que t'as pas ça, mais sur ton meilleur copain. C'est-à-dire, mon CRL, mon intellect, il me dit, mais espèce d'abruti, achète-toi une glace avec tes 2 €. T'as une chance sur un, c'est trop combien? Un jour, il y a un de mes fils, il a ramené, venir à la maison, il m'a ramené Capital. Il m'a dit, t'as vu? Vous connaissez le magazine Capital? Lui, il a eu telle idée, il a fait ça, lui, il a telle idée, il a fait ça. Je t'ai dit, c'est sympa, mais Capital, il ne te parle pas de tous les dizaines, et des centaines, et des milliers de mecs qui ont planté leurs idées, qui n'ont jamais rien gagné. C'est-à-dire, bien sûr, il y a le gagnant. Bien sûr qu'il y en a chez qui ça a marché. Mais si on regarde, dans la réalité, c'est quelque chose qui est quasiment du domaine de l'inimaginable. Le sechel, l'intellect, vous savez en hébreu, le mot sechel, qui veut dire l'intellect, la réflexion, ce sont les mêmes lettres que le mot koshel. Sin, kaf, lamed. Sechel, c'est les mêmes lettres que kaf, shin, lamed. Koshel, c'est quoi? C'est trébucher. L'absence de réflexion fait trébucher l'individu. Et ça va être au fond le problème numéro 1 du jeu. Le problème numéro 1 du jeu, avant l'addiction, et on va parler tout de suite de l'addiction, celui qui est addict des jeux, et des jeux vidéo, de poker et tout, c'est avant tout, est-ce que je pénètre l'univers du fantasme, ou est-ce que je suis dans l'univers du réel? Et les fantasmes, on sait très bien que malheureusement, on en a tous. Et c'est très agréable de vivre dans le fantasme. Le fantasme, c'est, par exemple, on se promène pour un garçon à côté d'une jolie fille, regardez à côté de qui je suis, je dois être sûrement un mec vachement bien. Le fantasme, c'est celui qui rentre dans la voiture de location, qui a bien vendu, vous avez remarqué que Porsche ne met jamais à vis sur les... J'ai jamais compris pourquoi. Sur les Porsche de location, ils ne mettent pas à vis. Sur les Clio, oui. Pourquoi? Parce que justement, à travers l'univers dans lequel je me trouve, je m'imagine être quelque chose. Ça, c'est le problème de notre génération. On nous fait rêver, on est dans le monde du fantasme, et on veut un raccourci. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est entre le désir et la réalité que les choses aillent vite. Regardez. Hier soir, j'étais chez moi. L'histoire est authentique. Oui, je suis à Paris, je vais chez moi aussi ce soir. Donc, j'étais chez moi hier soir. Et puis, mon épouse était occupée, il devait être minuit. Ah oui, je suis désolé, de temps en temps, je bouge, pardonne-moi. Bon. Et donc,